Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 8h. Je suis partagé entre une certaine joie pour lui et un étonnement extrême pour la suite de l'histoire. La réaction d'un ami de Carlos Ghosn alors que l'ancien patron de Renault-Nissan a quitté le Japon malgré une surveillance rapprochée. Il s'est réfugié au Liban mais dément vouloir fuir la justice. L'affaire Matzneff, relation trouble entre une jeune fille de 14 ans et un quinquagénaire révélé dans un livre à paraître jeudi. Situation d'emprise bien connue selon cette pédopsychiatre. C'est un malentendu violent et souvent très destructeur pour les jeunes adolescents parce qu'en réalité, il n'y a pas de rencontre, c'est une illusion. On va se mettre à l'heure des vœux ce matin à Sydney où malgré les incendies, le traditionnel feu d'artifice sera tiré dans les prochaines heures. Le réveillon aussi sur les bords de route chez nous en France où les contrôles routiers seront nombreux. Et au cabaret aussi, non pas au Lido ni au Moulin Rouge mais à l'Ange Bleu au nord de Bordeaux. On a des magiciens, on a des artistes de cirque, on a des mentalistes, on a des artistes de capoeira. On va consommer 900 bouteilles de champagne à peu près. Mais c'est une grosse logistique pour cette soirée. Voilà, 900 bouteilles de champagne pour 1 millier de personnes. Paris et le Nord, ce sont les deux départements les plus peuplés de France, mais ils perdent des habitants. On tentera de comprendre pourquoi. 8h01 sur Europe 1, très bon début de journée à tous. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Pierre de Villeneuve, Marion Calais. Il a tout connu dans cette affaire. L'incarcération, l'assignation à résidence, la surveillance de chaque instant et maintenant la cavale. Carlos Ghosn a donc fui le Japon. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Pierre. Europe 1 le révélait dès hier soir. L'ancien patron de Renault-Nissan s'est réfugié au Liban et il l'a confirmé tôt ce matin. Oui, c'est par un communiqué de ses équipes en France tombé à 5h, très précisément ce matin, que Carlos Ghosn a confirmé qu'il est bien à Beyrouth au Liban. Il se montre très combatif dans cette toute première déclaration écrite. Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique, affirme-t-il. Il promet qu'il va s'exprimer dès la semaine prochaine dans les médias. Dès hier soir, son entourage faisait savoir à Europe 1 qu'il n'entendait pas se soustraire à la justice, mais que dans le contexte juridique japonais, il avait compris qu'il n'avait aucune chance de pouvoir se défendre. Et c'est ce qu'il confirme ce matin, toujours dans ce court communiqué. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l'homme sont bafoués, a-t-il dit. Mais est-ce qu'on sait, Emmanuel, dans quelles conditions Carlos Ghosn est parvenu à s'enfuir ? Non, et sur le papier, ça paraît totalement rocambolesque. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi ? Parce qu'il était très étroitement surveillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, il avait Internet seulement quelques heures par jour, en semaine, et chez ses avocats. La justice venait encore, par exemple, de lui refuser un contact téléphonique avec sa femme. Il n'avait pas directement son passeport avec lui, même s'il avait le droit de voyager, mais de façon extrêmement contrainte au sein du Japon. Bref, ce départ est extrêmement étonnant. Imaginez, son propre avocat japonais se dit ce matin abasourdi. Il dit ne pas avoir de contact avec son client depuis son départ. Ce qui semble en revanche relativement sûr, c'est qu'il soit arrivé hier au Liban en jet privé après un stop, semble-t-il, en Turquie. Il y a des images qui circulent ce matin d'une voiture qui serait rentrée dans sa demeure au Japon. Reste à savoir si bien évidemment c'était lui. Il n'a pas choisi le Liban par hasard. C'est vraiment, comme on peut dire, le pays de son cœur. Il en a la nationalité. Sa femme aussi est libanaise. Elle serait, selon la presse américaine, avec lui à Beyrouth. Et puis surtout, il a de nombreux soutiens sur place. Et puis enfin, petit détail qui a sûrement une sorte d'importance, il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Liban et le Japon. Voilà pour ces derniers développements. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Ce nouveau rebondissement dans cette affaire Ghosn qui n'a pas manqué de surprendre certains de ses proches, dont l'un de ses amis libanais, Mike, qui a rencontré l'ancien grand patron à l'université. Je ne m'attendais pas du tout à ce développement, pas du tout. C'est en même temps une très bonne nouvelle, mais elle me surprend énormément. Et je suis partagé entre une certaine joie pour lui et un étonnement extrême pour la suite de l'histoire. Je souhaite le meilleur pour mon ami parce que c'est vraiment quelqu'un que j'estime, que j'aime beaucoup et en qui j'ai confiance et qui a subi une injustice inadmissible, inimaginable. Et j'ai été le plus surpris, c'est par le lâchage de la France, d'un de ses meilleurs éléments, parce que je crois qu'il a bien servi la France malgré tout, le bonhomme. Un ami de Carlos Ghosn, joint pour Europe 1 par Nicolas Fellman. Et on rappelle que Carlos Ghosn doit être jugé au Japon au printemps prochain pour des malversations financières présumées. 8h04, votre journal continue avec Pierre de Villeneuve et Marion Calais. Les regrets de Bernard Pivot après avoir invoqué une époque et sa morale. L'ancien animateur de télé dit regretter auprès de nos confrères du JDD de ne pas avoir eu les mots qu'il fallait
télé, et ce alors que la vidéo d'une de ses interviews de Gabriel Matzneff dans Apostrophe a fait l'objet de nombreuses critiques sur sa légèreté sur les réseaux sociaux. Cette affaire Matzneff, lancée par le livre de Vanessa Springora qui sortira jeudi, Europe 1 a pu lire ce récit de l'emprise exercée par un homme mûr sur une jeune fille de 14 ans, une emprise destructrice à long terme, comme le soulignait tout à l'heure Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Elle était mon invitée à 6h40. C'est un malentendu violent et souvent très destructeur pour les jeunes adolescents, parce qu'en réalité, il n'y a pas de rencontre, c'est une illusion. C'est au service de l'adulte, au service de ses envies. Vous voulez dire qu'on devient la chose de l'adulte, mais en aucun cas, c'est réciproque. Oui, mais une chose que les adultes détruisent, consciemment ou pas, ça fait extrêmement mal. Oui, on ne respecte pas ni le développement, ni la subjectivité, ni le choix, parce qu'en réalité, l'adolescent, il peut pas dire non lorsqu'il est dans cette position où on le contraint d'une certaine façon. Pourquoi il peut pas dire non ? Il peut pas dire non parce que pour dire oui ou non, il faut savoir ce qui nous attend, ce qui va se passer et ce que ça va nous faire. Donc je peux choisir dans ce cas-là. Mais en fait, dans cette situation asymétrique, l'adolescent ne peut pas choisir. Marie-Rose Moreau qui dirige la maison de Solène qui prend en charge des adolescents traumatisés au sein de l'hôpital Cochin à Paris. Elle était l'invitée de la matinale d'Europe 1 tout à l'heure. Et invité dans quelques minutes également le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Lors des vœux ce mardi, ce sera à 20h pour Emmanuel Macron et c'est à suivre en direct sur Europe 1. Le président qui, selon l'Élysée, veut se redire ouvert au dialogue tout en réaffirmant son ambition pour la réforme des retraites. Une réforme toujours contestée. Les transports seront d'ailleurs encore perturbés aujourd'hui en région parisienne. Contrairement à l'habitude pour le réveillon, le métro ne sera pas ouvert toute la nuit. Seules 2 lignes, la 1 et la 14. Les lignes automatiques fonctionneront jusqu'à 2h15. Le trafic des bus sera renforcé. La SNCF, elle, fera rouler des trains de banlieue toute la nuit au départ des gares de l'Est, du Nord et de Saint-Lazare. Cette grève qui risque donc de mettre plus de monde sur les routes ce soir. Vigilance toute particulière donc et contrôle policiers plus nombreux. Reportage en Seine-et-Marne de Marion Dubreuil pour Europe 1. Contrôle. 2 gendarmes en tenue arrêtent les automobilistes à la sortie du péage de Fleury-en-Bière sur l'autoroute A6. Bonjour, la gendarmerie, coupez le contact, je vais vous demander les papiers du véhicule. Daniel, retraité, se prête bien volontiers à ce contrôle routier. C'est plutôt rassurant, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit que sur la route, il y a beaucoup de gens qui ont des feux qui ne fonctionnent pas, ils ne sont pas là à ce moment-là. Vous avez un pneu avant droit qui est vraiment fatigué, voire se gonfler. Julien Diedic, 19 ans de gendarmerie, est à l'affût de la moindre infraction. L'alcoolémie, les produits stupéfiants, l'excès de vitesse pour les fêtes, on surveille pour que tout le monde parte en sécurité et arrive à bon port. Le chef d'escadron, Frédéric Beretti, a mobilisé l'ensemble des effectifs de la Seine-et-Marne. Les gens sont fatigués, un petit peu excités à l'idée de réveillonner, donc nous on adapte notre dispositif. Le but c'est pas de piéger nos concitoyens, c'est au contraire de faire en sorte qu'ils retrouvent les personnes qui leur sont chères. L'an dernier, 17 personnes sont mortes sur la route le week-end du réveillon. Bonne route, faites attention à vous. Voilà, bonne année. Oui, et passez de bonnes fêtes. Un reportage de Marion Dubreuil pour Europe 1. Et c'est aussi au bord de la route, en quelque sorte, qu'un millier de personnes vont se retrouver ce soir pour cette nouvelle année, car c'est aux abords, en effet, de la Nationale 10 en Gironde que se trouve le plus grand cabaret de France, l'Ange Bleu, situé au nord de Bordeaux. Stéphane Place s'y est rendu pour les préparatifs du réveillon. On y va avec le final, s'il vous plaît. De magnifiques plumes roses fixées dans le dos, les danseuses de l'Ange Bleu descendent le grand escalier pailleté. Ultime répétition avant la représentation exceptionnelle pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Soirée particulière pour les spectateurs, mais aussi pour les artistes sur scène comme Kate. C'est spécial pour nous, on commence le spectacle beaucoup plus tard. On commence 1h le matin. Du coup, nous aussi, c'est notre réveillon. On fait ça avec tout le monde, c'est chouette l'ambiance. Ce soir, venu de toute la France, sans oublier un groupe qui arrive d'Italie, dans cet immense cabaret implanté dans la campagne girondine. Un peu plus de 1000 personnes fêteront la nouvelle année. Alexandre Duvolet est le directeur de l'Ange Bleu. Pour cette soirée-là, on a un menu qui est adapté, exceptionnel. Et on a beaucoup d'artistes en supplément par rapport à notre programme habituel. On a des magiciens, on a des artistes de cirque, on a des mentalistes, on a des artistes de capoeira. On va consommer 900 bouteilles de champagne à peu près. Mais c'est une grosse logistique pour cette soirée. On a la chance d'être à la campagne, d'avoir plus de 250 mètres carrés de scène et 600 mètres carrés de coulisses. Donc on a énormément de décors que les salles parisiennes ne peuvent pas donner parce que simplement elles n'ont pas la place de le faire. 198 ou 155 € selon la formule choisie. Tout est inclus, y compris la soupe à l'oignon dans la nuit et le petit déjeuner pour les fêtards qui danseront jusqu'à l'aube.
Goriaguet, Stéphane Place, Europe. Et au rayon des spectacles, un concert gratuit annoncé pour cet après-midi à l'Opéra Bastille à Paris, un concert des musiciens de l'orchestre mobilisés toujours contre la réforme des retraites. À 8h09, votre journal se poursuit avec Marion Calais et Pierre de Villeneuve. Et il y a celles qui font envie et les autres. L'INSEE a dévoilé hier les résultats du recensement pour la période 2012-2017. Oui, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Alors on a choisi ce matin d'y revenir en s'arrêtant sur la situation des deux départements les plus peuplés de France, Paris et le Nord, qui tous deux voient partir plus d'habitants qu'ils n'en attirent. Bonjour Jean-René Le Cerf. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil départemental du Nord. 2 604 000 habitants chez vous. Pour autant, votre département peine à attirer de nouveaux habitants. Comment ça s'explique ? Ça s'explique, si vous voulez, par de nombreuses raisons. D'abord, ce département a été marqué par de grandes crises. La crise du textile, la crise des charbonnages, la crise de la sidérurgie. Ce département, aujourd'hui, retrouve avec l'automobile, avec des industries de grande technologie, un dynamisme qu'il avait donc perdu pendant quelque temps. Et il faut effectivement un peu de temps pour que les jeunes qui sortent avec des diplômes souhaitent rester dans le Nord et ne partent plus effectivement plus loin. Et puis, nous continuons malgré tout à avoir une augmentation de la population en raison d'un phénomène migratoire qui reste très important. Vous savez, le Nord a toujours été une terre d'accueil. Il a accueilli des populations polonaises, des populations italiennes, et aujourd'hui, il accueille effectivement de nombreuses populations du nord de l'Afrique. Et par ailleurs, dans votre département, on continue aussi, c'est à noter, de faire des enfants. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Justement, l'enjeu, c'est de les convaincre de rester ensuite, une fois qu'ils sont grands, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Le département du Nord est un des départements les plus jeunes de France. Ce qui, pour demain, si vous voulez, est un avantage, mais ce qui, au moment précis où l'on parle, est plutôt effectivement une charge, mais c'est une charge qui est porteuse d'avenir. Les éléments, les feux verts sont malgré tout relativement nombreux, si vous voulez. Les feux verts, c'est les grands projets qui se mettent en place, le très haut débit qui concernera l'intégralité du département dès l'an prochain, donc dès demain. Le canal Seine-Nord-Europe qui longtemps a été suivi d'un point d'interrogation dont aujourd'hui la réalisation est certaine et qui entre 2020 et 2028 va générer effectivement un grand nombre d'emplois et va demain contribuer à diminuer la pollution sur notre territoire, qui est aussi un élément qui, jusqu'à présent, a empêché un certain nombre de personnes de venir s'y implanter. Donc, ces chiffres, qui sont des chiffres qui ne surprennent pas d'ailleurs, puisque, à la limite, ça a été plutôt une bonne surprise pour le président du département que je suis, puisque les chiffres qui sont annoncés sont un peu supérieurs aux chiffres qui étaient utilisés par l'État pour financer les dotations de péréquation. L'espoir est là. Merci Jean-René Le Cerf, président du Conseil départemental du Nord. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe. Des bombardiers d'eau cloués au sol par une fumée trop épaisse, des habitants et des touristes réfugiés sur les plages dans le sud-est du pays, l'Australie, plus que jamais en proie aux flammes. La journée d'hier a été l'une des pires enregistrées depuis le début de ces incendies qui ont commencé début septembre. Malgré tout, la ville de Sydney a décidé de maintenir son feu d'artifice tout à l'heure pour le passage en 2020. Bonjour Didier François. Bonjour. L'éclairage international tous les matins dans ce journal de 8h. Cette décision de maintenir le feu d'artifice, elle suscite la polémique, d'autant qu'une pétition rassemblant près de 300 000 signatures demandait à ce que l'argent consacré à cet événement soit réattribué notamment aux pompiers. Eh ben oui, voilà, une petite polémique à quelques heures du réveillon pour terminer en beauté l'année 2019. Surtout que là, on a tous les arguments de la controverse qui va faire le tour du monde. Date symbole d'abord, le 31 décembre, difficile de faire plus symbolique. Un événement international extrêmement couru, dans le cas particulier, c'est le feu d'artifice du Nouvel An sur le Harbour Bridge de Sydney. Un moment de détente, de convivialité, adoré sur la terre entière, parce que c'est certainement l'un des spectacles pyrotechniques parmi les plus beaux qui existent, et surtout parce que grâce au miracle du décalage horaire, c'est celui qui ouvre le bal mondial de la Saint-Sylvestre. Voilà, donc avant tous les grands feux d'artifice comme celui de la Tour Eiffel de Paris, de Times Square à New York ou de Copacabana à Rio. Donc ces images sont diffusées chaque année sur toutes les chaînes télévisées de la planète, ce qui en fait une cible de choix pour ceux qui ont décidé de lancer cette pétition demandant la suppression de l'événement cette année, effectivement au prétexte que l'Australie est ravagée depuis plusieurs semaines par de gigantesques incendies qui ont effectivement détruit 3 millions d'hectares, ce qui est énorme, c'est la taille de la Belgique. Avec des conséquences dramatiques, tant au niveau écologique, pour la flore comme pour la faune. Oui, on peut le voir sur tous les réseaux sociaux, ces vidéos poignantes de koalas aux poils roussis qui cherchent
cherche un refuge et puis de l'eau auprès des hommes. Tout cela est vrai. Et il n'est pas totalement inutile que ces 270 000 pétitionnaires attirent notre attention sur les conséquences du réchauffement climatique qui sont à l'origine de ces incendies. En ce sens, cette polémique a valeur d'avertissement. Alors en revanche, dénoncer le coût exorbitant du feu d'artifice qui s'élève effectivement à 6,5 millions de dollars australiens sans en étudier les retombées économiques importantes sur l'économie locale, et penser surtout que cet argent puisse être réaffecté intégralement à la lutte contre les feux de forêt, là on est plutôt dans le registre équivalent aux bonnes résolutions de rentrée, de type voilà, demain j'arrête de boire, on en reparlera après-demain. Et je vous souhaite à tous une excellente année. Merci Didier François. Et on reste à l'étranger avec à présent cette histoire pour le moins étonnante. Sharon Stone a expliqué hier avoir été bloquée sur une application de rencontres. Personne n'a cru que l'héroïne de Basic Instinct pouvait effectivement chercher l'âme sœur aux États-Unis. Pour Europe 1, Benoît Clair. Vous vous souvenez sans doute de Catherine Tramell et de son fameux pic à glace dans un thriller érotique où elle partageait l'affiche avec le détective Nick Curran. C'était en 1992 et depuis lors notre héroïne cherchait son prince charmant. Elle fut d'abord simplement fiancée le temps d'un week-end avec un fabricant de jeans français, puis se maria 2 fois sans plus de succès à un producteur de cinéma d'abord, puis à un journaliste. Mère très occupée de 3 garçons adoptés, notre star avait donc décidé de s'inscrire sur un site de rencontre et patatras, voilà que les internautes n'en croient pas leurs yeux, la dénoncent et que le dit site lui ferme son compte pensant que c'était un fake. Pas si simple d'avoir joué dans Basic Instinct et de s'appeler Sharon Stone. À 61 ans, l'actrice a demandé avec humour sur Twitter qu'on la laisse enfin trouver l'homme de sa vie. Énorme coup de pub pour le site de rencontre qui revendique plus de 50 millions d'abonnés et qui lui a immédiatement rouvert son compte en lui souhaitant de trouver très rapidement son amoureux. Aux États-Unis, Benoît Clair, Europe 1. Voilà, et c'est Bumble, le site de rencontre. Voilà, Sharon Stone qui sera de retour. Elle va pas se faire inculper pour fumage, comme on dit dans le film. C'est une des répliques. Aïe. Oui. Bon, voilà. Merci, c'était le journal de Marion Calais.